Un grand plaisir de nous retrouver débat pour la nation avec Chris Mukendi de l'AFDC. Nous allons faire le point sur la prestation, la première sortie médiatique de M. Vital Kamerhe comme VPM de l'économie. C'était hier au niveau des briefings en direct de la radio-télévision nationale congolaise, avec accompagné du porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya pour donner des précisions à la population et devant les chevaliers de la plume concernant cette histoire des maïs. Nous allons également parler de la situation sécuritaire de manière générale dans le pays. Comme vous le savez très bien, il y a cette milice qu'on appellerait Mobondo qui opère au niveau des Maluku. Beaucoup de dégâts. On a vu des images circuler où on parlerait également des forces du progrès, des l'UDPS qui seraient en train de traquer certains, je ne sais pas si je pourrais dire inciviques, certains ennemis de la République. C'était aux forces du progrès de faire ce travail. Nous allons parler de tout ça. Pourquoi ne pas épingler également l'audit du fichier électoral? Parce que l'opposition demande que ce soit une organisation internationale avec beaucoup d'expertise, une organisation des notoriétés. Aussi longtemps, la CENI avait déjà dit que normalement, l'audit de ces fichiers devrait commencer aujourd'hui. Des prestataires étaient déjà recrutés. On va discuter tout au long de cette émission sur ça avec au cadre de l'AFDC, secrétaire national adjoint en charge de la propagande. Vraiment un grand notable de Lukunga. Moi-même, j'ai vu des banderoles, j'ai vu comment est-ce qu'il est adulé au niveau de sa circonscription de Lukunga. Chris Mukendi, qu'on appellerait SMK par les intimes, en forme. Très bien, je vais très bien. Merci pour l'invitation. Je salue les nombreux téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre. Je salue aussi les amis de la Lukunga, l'équipe qui m'accompagne chaque jour dans les cadres de nos activités de terrain. Et je salue aussi les DG de la chaîne, Peter, et pour toute le fois qu'il nous laisse venir sur son plateau et débattre des questions sur la marche du pays. Ah, d'accord. Alors, Chris Mukendi, vous êtes de l'AFDC, secrétaire national adjoint en charge de la propagande du parti. Également, ce parti fait partie, vous me permettez la tautologie, ce parti appartient dans l'Union sacrée de la nation. L'actualité reste dominée par la première sortie médiatique de Vital Kamerhe. Mais on en parle également de la situation sécuritaire, comme je disais, de manière générale en République démocratique du Congo. On prend la sortie médiatique de Vital Kamerhe. Le premier point, il dit que l'ordre des missions qui circulait sur la toile faisant état des 9 ministres. Ce n'était pas le cas. Ils sont partis au nombre de 4 ministre, votre réaction? C'est vrai que le ministre n'a pas brandi les véritables ordres des missions, les vrais en tout cas. Votre réaction, est-ce Vital Kamerhe a menti ou bien les régimes, quand l'ordre des missions des 9 ministres était en circulation, les régimes s'est rétracté pour n'envoyer que 4 ministres? Comment avez-vous juger cette information, cette révélation de Vital Kamerhe? Je crois qu'on ne va pas polémiquer autour de l'authenticité ou non d'un ordre de mission. Oui. Puisque un ministre qui se déplace facilement, vous savez les constater. Parce que vous avez certainement des informations, puisque vous êtes non pas seulement des journalistes, mais aussi des journalistes d'investigation. Donc, lorsque un ordre de mission est signé, parce que un ordre de mission, c'est la feuille de route qui atteste effectivement qu'un membre du gouvernement a quitté les territoires a quitté Kinshasa pour un autre territoire. Donc, à chaque fois qu'un ministre se déplace, ces mouvements sont connus. Dans chaque cabinet de ministre, il y a des attachés de presse qui sont
vos collègues, qui sont vos confrères, auprès de qui vous pouvez avoir la vraie information. Mais je sais qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, moi personnellement, je ne fais pas trop confiance à tout ce qui circule dans les réseaux sociaux. Mais c'était pratiquement tous les grands médias, hein, non, j'ai dit, qui ont relayé même cette les grands information. médias peuvent connaître aussi, commettre des erreurs. Hein. Je vois des grands médias commettre des erreurs, Exactement. mais les plus sincères reviennent pour dire que ces documents étaient un faux. Donc je n'entrerai pas, en tout cas, en profondeur sur ces sujets, que je considère un sujet purement polémique, mais je dis, si le chef de la délégation, Vital Kamerhe, lui-même vous dit qu'il s'est fait accompagner par 4 ministres, ben, qui croire? Je crois au ministre, je crois aux images que je vois, parce que cette délégation s'est fait accompagner aussi de la presse. Voilà, donc dès lors que les images attestent que c'était une délégation composée de ce nombre de personnes qu'il a évoquées, pourquoi on va s'atteler là-dessus à chercher qui dit faux, qui dit vrai, alors que des images, comme Zakaria a toujours dit, TVSA radioté. Donc, on a vu sur les images ceux qui étaient là, on a vu sur les photos ceux qui étaient là. Donc, on fait confiance à notre ministre, qui était lui-même président de cette délégation. Ah, d'accord. Merci beaucoup, Chris Mukendi. J'entrerai dans les vrais débats également parce que nous allons voir avec les temps, si les temps permettra, ou soit permettrait, nous allons prendre les petites questions. Mais on entre parmi les réponses du gouvernement à très court terme face à cette situation. Des solutions un peu conjoncturelles. Selon le gouvernement, là c'était M. Vital Kamerhe qui avait présenté. Au niveau de l'interne, le gouvernement décide de 6 mois de suspension des droits et taxes à l'importation des maïs en farine et en grains. Deuxième solution au niveau de l'interne, suspension des droits et taxes à l'importation des intrants agricoles et engins. Troisième, plan d'urgence d'accroissement de la production des maïs. Quatrième, accompagnement des privés dans l'opération d'importation au niveau de l'Afrique du Sud et la Zambie. Cinquième, les plans de ramassage de la production dans les grands Katanga et les grands Kasaï. Sixième, surveillance du marché pour décourager la rétention des stocks et les prix illicites. Septième, appui au service national pour l'accroissement de la productivité. Huitième, rationalisation de la parafiscalité, notamment pour les péages. Alors, Christian Mukendi, 8 solutions que le gouvernement propose. La première des questions, quand le gouvernement propose ces 8 solutions, est-ce que le gouvernement ne serait pas en train de s'accuser? Pourquoi le gouvernement n'avait pas pris déjà en amont ces solutions au lieu d'attendre la pénurie? Parce qu'on constate que ce gouvernement agit quand les problèmes surviennent, au lieu de prévenir les problèmes. Si le gouvernement prenait par exemple ces décisions, peut-être cette pénurie ne pourrait pas y arriver. La première des questions est celle-là. Pourquoi est-ce que le gouvernement n'avait pas prévu ces décisions avant la pénurie? Comme vous le savez, le gouvernement n'est pas producteur. Allons-y. Le gouvernement est consommateur. Ouais. Ça veut dire que tout ce que nous consommons ici vient de l'extérieur. Et puisque ça vient de l'extérieur, il y a des tarifs douanières qui s'imposent à chaque importation. Il y a des impôts qui s'imposent à chaque frontière pour que non seulement pour l'importation des vivres, les vivres frais ou vivres secs, tout ça, mais aussi pour tout ce qu'on importe comme marchandises qui viennent de l'extérieur. Il faut d'abord saluer ces mesures. Ces mesures qui sont patriotiques, ces mesures dont la finalité est de rendre accessible cette matière qui est une matière de base pour notre alimentation, qui est le maïs, non pas seulement le maïs, je crois que c'est tous les produits à caractère agricole qui vont subir une sorte de suppression pour permettre à ce que ceux qui
s'activent dans les domaines de l'agriculture puissent bénéficier des avantages. Et je pense que le gouvernement est dans son rôle de pouvoir alléger les opérateurs économiques. Et comme vous le savez, lorsque le gouvernement supprime des taxes, ça veut dire que le gouvernement perd pour l'intérêt de sa population. Vous avez dit que c'était des mesures conjoncturelles, c'est vrai, puisque face à la crise, il faut aussi des réponses conjoncturelles. Et ces réponses sont des réponses qui effectivement permettent à la population de pouvoir accéder à cette denrée qui est une denrée importante pour le pays, pour notre consommation. Mais au-delà de tout cela, mon cher ami, un gouvernement, c'est une succession ou une continuité de l'État. Ouais. Je pense que si on avait des structures définitives dans les pays, à la dimension de Bukanga Lonzo, dans toutes les provinces du Congo, on ne connaîtrait pas ces genres de ruptures dans le pays. Et cela démontre à suffisance notre faiblesse en interne. Lorsque vous évoquez la question du nombre pléthorique de membres qui ont composé le gouvernement, qui ont composé la délégation du gouvernement, c'est effectivement parce qu'une réponse structurelle doit être apportée. Puisque la question est une question transversale qui ne touche pas seulement à l'agriculture, mais qui touche effectivement à l'industrie, qui touche au commerce extérieur, qui touche, je pense, à tout ce qui intègre l'agriculture dans sa dimension industrielle. C'est ce qui justifie le fait que la délégation ne devait pas être une délégation du ministre de l'économie seul. Donc je crois aujourd'hui ce qu'il faut faire, il faut saluer cette mesure, même si vous considérez que c'est une mesure qui devrait être prise anticipativement, mais la crise est réelle aujourd'hui et un gouvernement responsable doit trouver des réponses. Réponses conjoncturelles, mais aussi des réponses structurelles. Dans le cadre des réponses conjoncturelles, je salue la suppression des taxes, je salue la suppression de droits, des taxes pour l'importation de tout ce qui est comme engins qui entrent dans les cadres de l'agriculture pour faciliter les opérateurs de ces secteurs à pouvoir, en tout cas, travailler dans le sens de rencontrer les besoins de consommation du Congo. Et je pense que tout Congolais conscient qui est patriote devrait en tout cas saluer ces mesures parce que, comme vous le savez, le pays est buté à plusieurs priorités et je ne pense pas que les temps qui nous est imparti aujourd'hui faciliterait une réponse structurelle dans les délais qui nous est imparti en rapport avec le mandat du gouvernement. Donc, il faut saluer d'abord les efforts qui sont consentis pour apporter des réponses conjoncturelles, mais je pense en définitif, il faudra installer ici au Congo, puisque nous avons pratiquement 80 millions de terres arables dans le pays, il faut les gouvernements qui n'est pas un producteur, devra travailler avec les opérateurs économiques pour leur faciliter, en tout cas, des opérations qui permettront à ce qu'il y ait plus de producteurs pour rencontrer le besoin en consommation de ces produits. Alors, Chris Mukendi, on prend la première mesure, 6 mois de suspension de droits et taxes à l'importation des maïs en farine et en grains, suspension de droits et taxes à l'importation également des intrants agricoles et engins. Kabila nous avait laissé certaines exonérations. À l'arrivée de ses pouvoirs, on a beau dire que non, Kabila voulait détruire ces pays, ainsi de suite. Est-ce vous ne sentez pas, vous n'observez pas que peut-être ce que Kabila avait laissé comme exonération, c'était également sur base de ce qui était arrivé un moment et Kabila, tenant compte de ces réalités, après ces résolutions mettant en place ces exonérations, et l'Union sacrée arrive, lève
toutes ces exonérations, aujourd'hui, est-ce l'Union sacrée ne serait pas rattrapée de ses propres turpitudes? Cette question, elle est pertinente. Exonération. En fait, une exonération, ce sont des facilités qui sont accordées Exactement. aux importateurs. Et malheureusement, ces exonérations étaient accordées aux personnes très bien identifiées, membres du régime de Kabila, pour leur faciliter ou leur donner des avantages au détriment des autres opérateurs. Comme vous savez, on avait des entreprises ici dans le pays comme l'entreprise de M. Damso. Ça s'appelait encore comment le nom m'échappe. L'entreprise de M. Damso qui apportait des vivres frais ici. Égal. Non, pas égal. Égal appartient à Maman Olive. Bon, je ne sais pas Voilà, si ça donc, appartient à Maman Olive. Hein. Voilà, non, je vous informe que ça appartient à Maman Olive, vous le savez. J'ai mené des investigations. Ces exonérations ont été accordées à qui? À égal. Aux entreprises qui ont été mises en place par les régimes, qui ont bénéficié de subventions du régime. Et ces exonérations qui leur étaient accordées ont défavorisé, c'était devenu comme une concurrence déloyale. C'est ce qui a fait que ceux qui bénéficiaient de ces exonérations vendaient les produits à moins cher et la conséquence est que la concurrence était devenue déloyale. Le même produit chez Egal, on vend à 5 000, chez Damso, on vend à 7 000 et toute la population va chez Egal et ne va plus chez Damso qui malheureusement était obligé de fermer ses portes. Voilà, c'était des exonérations discriminatoires pour faciliter en tout cas l'entreprise des personnes très bien identifiées au profit des autres. Et ça faisait que les caisses de l'État en souffraient. Parce que ces importations entraient sans contrôle, sans paiement des douanes, sans payer des taxes, sans payer des impôts. Voilà, donc c'était un régime de discrimination qui avait favorisé un camp par rapport à d'autres opérateurs. C'est ce qui a fait que les entreprises ont eu à fermer. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut dire que la suppression des taxes à l'importation telle que le gouvernement vient de les décider n'est pas sélective. On ne choisit pas qui doit profiter de ces allègements. On dit tous ceux qui importent devraient aujourd'hui être bénéficiaires des avantages que le gouvernement accorde. Donc, et qu'est-ce qui vous fait croire que ce ne serait pas comme les cas de M. Kabila sous l'ère Kabila et qu'il pourrait y avoir rien que des gens bien identifiés j'ai du régime qui pourraient bénéficier de ces exonérations? J'ai suivi Caméré qui a dit qu'il y aura des inspecteurs qui vont assurer les contrôles et que cette mesure sera accordée à tous les importateurs. Donc, je crois que c'est au bénéfice des Congolais. On a intérêt à l'accorder à tous ceux qui pratiquent l'agriculture, à tous ceux qui pratiquent l'élevage, à tous ceux qui participent à ce que les Congolais soient mieux nourris. Donc, je crois que cette décision ne va souffrir d'aucune discrimination, contrairement aux décisions des exonérations qui, en réalité, il y a des gens qui bénéficiaient de ces exonérations, mais qui, en réalité, n'avaient pas d'entreprise, qui commençaient à vendre même des exonérations aux opérateurs économiques. On avait accordé à l'époque de Kabila, par exemple, le Gramic n'importe rien, mais a des documents qui lui permettent d'importer et qui va sous-traiter pour les comptes des autres opérateurs. Donc c'était ça la pratique. Et aujourd'hui, je crois, avec la décision qui a été prise, tout celui qui investit dans le secteur de l'agriculture va profiter de ces avantages. Alors, on espère que ça marchera avec l'Union sacrée, mais la question qui reste, quelles sont les mesures prises par ce gouvernement pour vraiment que ça soit effectif, parce qu'on sait comment ça se passe. Mais là, du moins, je sens que le gouvernement va se battre pour ça. Mais Chris Mukendi, on prend également, il y a beaucoup de choses, on prend... Vital Kamerhe a dit ceci, là, avant de poursuivre par rapport aux solutions conjoncturelles proposées par le gouvernement. Il dit ceci: ils n'ont pas trouvé un tissu, une structure déjà mise en place, si je parle des structures, mise en place,
Ce qui fait que si eux, ils trouvaient une structure mise en place, ces problèmes n'allaient pas arriver. Cela sous-entendrait que ces gouvernements connaissaient déjà, ou soit avant que ces gouvernements, ou soit avant que Kamere soit mis VPM de l'économie, quand il était consulté, il avait déjà des informations que non, tiens, il n'y a pas une structure. Alors, pourquoi Kamere, déjà dès l'entame de ses fonctions, il n'avait, je reprends encore ma question, il n'avait pas pris toutes ces mesures, ou soit il n'avait pas mis en place toute une batterie pour essayer un peu de prévoir cette crise. Parce que quand il dit qu'il n'y avait pas une structure lors de l'arrivée, même si je prends avant Kamere, pourquoi le gouvernement, soit le président de la République, n'avait pas prévu, n'avait pas mis en place une batterie pour prévoir cette crise? Je prends les cas des pays comme la Zambie, je prends l'Afrique du Sud, où leur gouvernement, apparemment, était un peu prévisible que nous. Ces gouvernements, c'est vrai qu'il y a crise, ainsi de suite, partout, mais du moins, eux ne souffrent pas comme les cas de la RDC. Qu'est-ce que vous pourriez dire? Est-ce que le président était, permettez-moi les termes, les régimes, bon, je prends les régimes étaient distraits, ou bien les régimes a connu ce que Kamere a révélé en retard? Je le disais à l'entame de cette thématique, Ouais. que un gouvernement où l'État est une continuité. Ouais. Lorsque Kamere dit qu'il n'avait pas trouvé des structures mises en place, Ouais. il parle de quelles structures? Il parle effectivement des grands projets qui étaient, par exemple, mis en place à l'époque, le projet Bukangalonzo. Ouais. Un projet dont, qui avait la vocation de nourrir non seulement le Congo, mais toute l'Afrique. C'est de ces genres de structures-là que Kamere est en train de parler. Et le montage de ce genre de structures ne prend pas une année, très cher Grammic. Lorsque vous suivez le projet... Nous sommes à 4 ans du régime. Justement, écoutez s'il vous plaît. Lorsque vous prenez le montage du projet de Bukangalonzo, ceux qui ont participé à sa mise en place vous diront que ce montage n'a pas pris une année. C'est un projet qui avait commencé, je pense, avec Adolphe Mouzitou, mais dont la matérialisation est arrivée à l'époque de Matata Pogno. Donc ça veut dire qu'il y a des études qui devront être menées. Pas plus de 5 ans, du moins. Non, mais là, c'est vous qui les dites. Il faut voir comment ça se passe pour savoir, effectivement, ça prend combien de temps pour mettre des structures définitives en place. Je dis, le Congo, aujourd'hui, est un pays qui a plusieurs priorités. Je ne dis pas que nourrir les Congolais n'est pas notre priorité majeure, mais je dis simplement que tout est urgent dans ces pays. La gratuité de l'enseignement est une urgence. Je sais pas, le transport est une urgence. Tout ce qu'on peut faire dans ces pays sont des urgences. Voilà. Lorsque le gouvernement arrive, il faut d'abord rappeler ici que nous avons une production dans le pays, mais nous n'avons pas une production à l'échelle industrielle. Le service national arrive à produire le maïs, mais cette quantité, cette production ne couvre pas la totalité du besoin dans le pays. Et comment on couvre d'autres besoins à travers les provinces? C'est à travers des accords que nous avons eu à signer, des accords commerciaux avec des pays voisins, des accords commerciaux dans les cadres des traités auxquels le Congo appartient. Nous avons la zone de libre-échange la zone de libre-échange africaine, qui permet à ce que des produits qui viennent de la Zambie entrent en RDC, des produits qui viennent de la RDC aillent en Zambie et vice-versa. C'est dans ces cadres-là que certaines provinces ont toujours été alimentées. Voilà. Les maïs qui viennent de la Zambie entraient toujours au Congo. Les cobaltes qui sortaient du Katanga allaient toujours vers la Zambie. Ce sont des échanges commerciaux et les États fonctionnent ainsi. Maintenant, au-delà de cette politique des accords entre les États, il faut en interne que nous puissions développer notre propre agriculture. C'est comme ça que
vous trouvez la justification dans la composition de la délégation qui accompagne Vital Kamerhe. J'ai entendu les gens dire plusieurs ministres sont partis seulement pour acheter. Non. L'idée, ce n'était pas que aller acheter. L'idée, c'est aller acheter, premièrement, mais secondement, c'est comment faire pour avoir une industrie agricole au Congo. Quelle expérience nous devons rééditer chez nous. C'est ça l'idée. Donc moi j'ai dit, le gouvernement est dans son rôle. Lorsqu'il y a une rupture, le gouvernement en tant que père, lorsque votre maison est affamée et que vous ne disposez pas en ce moment-là des structures qui vous permettent de rencontrer les besoins, on a toujours recouru aux voisins, on va chercher chez les voisins, et ce n'est pas de la manière, c'est pas gratuit. C'est pas gratuit. C'est dans les cadres des échanges entre les États, les échanges entre expériences, que cette délégation s'est rendue de l'autre côté. Donc moi j'ai dit, il faut féliciter les gouvernements qui trouvent des réponses immédiates lorsque un besoin immédiat se pose, mais aussi il faut saluer la perspective de ces gouvernements qui est dans une vision de pouvoir mettre en place des structures qui permet au Congo d'avoir ses propres produits en interne. Chris Mukendi, quand vous parliez un moment ici qu'on a toute urgence dans ces pays, est-ce que les régimes ne se sentiraient pas un peu dépassés par les événements? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses, les régimes ne savent pas commencer par où, prendre quoi. Est-ce que les régimes ne se sentiraient pas dépassés? Non, le problème, ce n'est pas les régimes qui seraient dépassés. Vous savez, moi, je suis économiste. Exactement. C'est pourquoi j'ai fait appel à vous. Vous ne pouvez pas. Hein, parce que quand on parle de la politique de vos moyens, ça veut dire qu'avant que vous ne puissiez commencer à envisager des programmes, ou des programmes peuvent être... Parce que dans un pays, il y a des programmes à court terme, il y a des programmes à moyen terme, il y a des programmes à long terme. Ouais. Lorsque vous avez un budget, le programme que vous élaborez, c'est en fonction du budget que vous avez. Le Congo aujourd'hui, avec tous ces défis, je ne pense pas qu'avec un budget, soit-il de 20 milliards de dollars ou de 30 milliards, nous aurons à absorber tous les défis qui se présentent au Congo. Il y a des secteurs à eux seuls qui nécessitent pratiquement l'intégralité de notre budget. Des secteurs comme la défense nationale. Aujourd'hui, il faut féliciter les gouvernements qui est passé de 600 millions à plus d'1 milliard de dollars pour le secteur seulement de la défense. Mais dans d'autres pays, tout notre budget, c'est un budget qui serait affecté seulement à la défense. Donc, je dis, le problème aujourd'hui, ce n'est pas tous ces défis que nous avons. Le problème, c'est le budget. Nous avons un budget modique. Et notre budget, par rapport à toutes les charges de la République, il est insuffisant. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut, dans toutes les priorités que nous avons, en choisir les plus urgentes. Choisir les plus urgentes. Les plus urgentes, aujourd'hui, par exemple, c'est la gratuité de l'enseignement. Parce que l'enseignement, c'est la base d'une nation. Éduquer un peuple, c'est développer le pays. Donc, aujourd'hui, notre plus grande priorité, au-delà de l'agriculture, il faut, c'est vrai, mettre l'accent sur l'agriculture. Les Congolais doivent manger parce que celui qui ne mange pas ne peut pas étudier. C'est vrai, nous avons une agriculture, mais comme j'ai dit, à une échelle artisanale. Il faut maintenant tendre vers une agriculture à l'échelle industrielle pour permettre à ce que les Congolais puissent avoir une autosuffisance alimentaire. Donc les défis énormes, mais tout va avec le budget que nous avons. La politique que nous devons mettre en place, c'est la politique de notre moyen. Si nous avons un budget de 30 milliards de dollars, 50 milliards de dollars, vous allez constater que avec ces budgets, on va commencer à absorber chaque défi aussi facilement. Donc, notre plus grand défi, c'est d'améliorer notre assiette fiscale. Notre plus grand défi, c'est de boucher tous les trous où coulent les recettes de la République pour que nous puissions connaître une croissance qui permet à ce que les défis de notre pays soient réellement rencontrés.
Alors, Chris Mukendi, il y a beaucoup de questions. Vous êtes économiste. Il y avait également une question lors de ces briefings. Moi-même, j'étais là personnellement. On a demandé à Vital Kamere, là je cite Israël Moutala, très pertinent, si le gouvernement ferait comment, ou soit si le gouvernement a déjà évalué même les coûts de ces manques à gagner de la part du gouvernement quand il octroie ces exonérations. Comment est-ce que le gouvernement ferait pour compenser ces manques à gagner? Pourquoi j'ai posé la question? Vous avez épinglé, c'est que nous avons déjà un budget modique, qu'on devrait améliorer notre assiette fiscale. Quand le gouvernement octroie des exonérations, c'est vrai, c'est pour les saluts du peuple, mais comment est-ce que le gouvernement pourrait compenser à ces exonérations? Aussi longtemps, nous sommes dans une période, dans une année électorale, il y a également la situation sécuritaire qui demande autant d'argent. Je prends les élections qui demandent des moyens, la sécurité qui demande des moyens. Comment est-ce que le gouvernement va s'y prendre pour compenser ces exonérations pour que d'autres secteurs ne souffrent pas? Le gouvernement va arrêter des mesures qui permettront à ce que le pays ne connaisse pas des difficultés. Mais j'aimerais rappeler ici que nous avions des exonérations dans le pays. On avait un budget à 4 milliards. Ouais. Tshisekedi arrive, il supprime tout ce qu'il y avait comme exonération. On monte. On a un budget qui gonfle. Ça veut dire que le problème ne se trouve pas à ce niveau-là. Le problème se trouve ailleurs. Déjà dans la consommation. Parce qu'on va connaître une grande production. Lorsque la production grandit, il y a une incidence qui fait que la monnaie circule, qui fait que le pouvoir d'achat soit facilement abordable et qui fait accroître l'économie. Donc je pense que avec toutes les mesures qui ont été prises, la suppression des taxes à l'importation, la suppression des taxes pour les intrants, tout ça, ça va gonfler notre production. Le PIB va grandir et lorsque le PIB grandit, la conséquence logique, c'est que le budget aussi va grandir. Donc, prenons l'exemple. Lorsqu'on supprime, par exemple, c'est vrai que en termes de mobilisation des recettes, en ce qui concerne la douane, si vous réduisez, par exemple, si au Congo, on dit, désormais la douane, vous payez les 10% du prix d'acquisition de votre véhicule. Ça veut dire que celui qui a acheté un véhicule à 2000 $ à Dubaï ne paye que 200 $ comme douane. C'est vrai que en termes de chiffres ou de l'impôt qui entre dans la caisse de l'État, cet impôt est minime. Mais il faut maintenant multiplier cet impôt par le nombre de personnes qui vont maintenant commencer à acheter des véhicules. Tout le monde aura une voiture à Kinshasa, tout le monde aura une voiture au Congo, ce qui fera que les 200 $ pour ceux qui achètent des véhicules de 2000 $, qui payent la douane de 200 $, fera que on va connaître un problème de mobilité dans le pays. Tout le monde aura un véhicule et ça fera accroître effectivement le budget. Le problème, c'est que nous voulons avoir beaucoup, mais dans une proportion minime. Mais aujourd'hui, avec l'expérience de ceux qui font les commerces, ils vont vous prouver que vous pouvez avoir beaucoup en un prix réduit parce que vous atteignez un plus grand nombre de consommateurs. Donc, je crois que Vital Kamere est un économiste rompu qui, non seulement rompu, mais c'est aussi un enseignant. Donc, je crois qu'il joue sa partition et des mesures seront prises pour que l'État ne souffre pas de ces mesures qu'il est en train de prendre aujourd'hui. Alors, Chris Mukendi, pourquoi les parlements n'interpellent pas jusqu'à présent M. Vital Kamere et les ministres de l'Agriculture? D'après vous, est-ce que le Parlement fait vraiment son travail? On devrait normalement avoir cette interpellation de ces ministres de l'ECOFIN. Je prends les ministres de l'Agriculture, les ministres de l'économie. Pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas jusqu'à présent interpellés par les parlementaires? Mais interpellés pourquoi?
Mais il y a crise, non? Il devrait y répondre. Au lieu de passer à la télé, dire comme ça, il devrait normalement être face aux élus. Non, mais il ne faut pas faire de la politique spectacle. Mais n'empêchez pas aux députés de faire leur travail. Je suis en train d'en arriver. C'est leur travail. Il ne faut pas faire de la politique spectacle pour plaire simplement aux électeurs. Il faut rappeler ici que le Parlement est l'autorité budgétaire. C'est le Parlement qui, lorsqu'on vote le budget, alloue des fonds au secteur de l'agriculture. C'est ce Parlement qui équilibre le budget. C'est ce Parlement qui trouve des recettes additionnelles. C'est ce Parlement qui, alors qu'il trouve des recettes additionnelles, peut affecter ces recettes additionnelles au niveau de l'agriculture. Donc ici, il ne faut pas dédouaner le Parlement pour dire que le Parlement est innocent. C'est le Parlement qui est l'autorité budgétaire. Il faut maintenant poser la question au Parlement. C'est quoi le budget qui a été alloué à l'agriculture? Si le budget qui a été alloué à l'agriculture représente par exemple le 20% du budget national, par exemple 3 milliards 200 millions de dollars, il faut maintenant poser la question, où est-ce que cet argent a été utilisé? Là, le Parlement aura raison d'interpeller le ministre de l'Agriculture. Mais on ne l'interpelle pas alors qu'on ne lui a pas donné les moyens pour mettre l'agriculture à l'échelle industrielle. Donc voilà pourquoi j'ai dit, il ne faudrait pas que nous soyons un Parlement qui met comme de metteur en scène de pièces de théâtre, qui voudrait faire croire à l'opinion qu'ils sont en train de travailler, alors qu'ils sont d'abord les premiers responsables en termes d'allocation du budget dans tous les secteurs de la vie nationale. Donc moi je me dis, ils peuvent toujours le faire, s'ils veulent faire du spectacle, mais je dis, quel est le budget qui a été alloué à l'agriculture pour qu'aujourd'hui on puisse chercher à taper sur les ministres de l'Agriculture? C'est là la vraie question. Ah, donc on doit assister à ces débats également au Parlement. Ben, je dis, si les débats doivent avoir lieu, ça doit être fondé sur les éléments que je viens d'énumérer ici. Donc procéder autrement, c'est ignorer catégoriquement le travail d'un parlementaire, parce que le Parlement, lorsqu'il interpelle le ministre, il interpelle le ministre sur base du programme que le Parlement lui-même a eu à investir le gouvernement. Ouais. Le jour où le gouvernement est venu présenter son programme, le Parlement a dit oui à voter. Ça veut dire que le Parlement a voté ce budget qui a été présenté, ou le programme. Ça veut dire que le Parlement a dit oui au programme qui a été présenté en ce qui concerne l'agriculture. Mais lorsque le Parlement constate qu'il y a de la faiblesse dans la mise en œuvre du programme qui a été présenté, c'est alors que le Parlement peut interpeller. Mais dès lors que le Parlement, en mettant en exergue le budget qui a été alloué et ce qui est en train d'être fait aujourd'hui, il trouve que le ministre n'est pas directement concerné, ça ne sert à rien d'interpeller le ministre. Il faut maintenant aller vers le Premier ministre pour dire, OK, on avait alloué un budget de cette hauteur-là au secteur de l'agriculture, pourquoi vous n'arrivez pas à exécuter ce budget? Voilà, c'est à ce niveau-là. Alors, Chris Mukendi, on rentre dans ces propositions. Ça sera pour moi une émission très technique. C'est vrai qu'on prendra d'autres questions d'actualité, mais je dois d'abord épuiser ça parce que on doit également essayer de montrer une autre facette, ou soit face de la presse à l'opinion. L'opinion doit savoir que quand elle suit une émission politique, c'est une émission à réflexion et non une émission de théâtre. L'opinion doit être suffisamment informée. On prend le point 7, l'appui au service national pour l'accroissement de la productivité. Quand le gouvernement décide ainsi, est-ce que le gouvernement ne se sent pas lui-même coupable? Pourquoi ne pas déjà en amont appuyer ces services nationaux pour une bonne production? Pourquoi attendre pour essayer de mettre en place cette mesure, de donner encore beaucoup plus de moyens? Aussi longtemps, même les opposants, même tout le monde criait matin, midi, soir qu'on devrait donner plus de moyens parce qu'on sentait que ces services donnaient quelque chose à l'opinion.
pourquoi attendre la crise pour penser à ça, à donner encore beaucoup plus de moyens à ces services, les services nationaux du général Kabouik? Mais parce que la crise révèle toujours les faiblesses. Donc, vous reconnaissez qu'il y a des faiblesses dans ces régimes? Écoutez, allons-y. Je parle d'un principe. Allons-y. La crise révèle les faiblesses. Je ne dis pas les faiblesses du régime, mais chaque fois qu'il y a une crise, ça révèle les faiblesses. Nous avons connu la crise... Dans ces régimes, alors? Non, écoutez, s'il vous plaît. Ouais. Nous avons connu une crise sanitaire dans le pays qui a révélé qu'on avait un problème sanitaire dans le pays. Lorsque Covid a frappé, on a vu qu'on avait un déficit important en termes d'infrastructures hospitalières, en termes d'équipement, en termes de la main-d'œuvre, en termes d'approvisionnement en produits pharmaceutiques. C'est la crise qui nous a révélé qu'on avait cette faiblesse-là autant d'années. C'est la crise qui nous a révélé qu'on n'avait pas beaucoup d'appareils d'oxygène, d'appareils respiratoires. C'est la crise qui nous a révélé tout ça. Donc, le but de la crise, ce n'est pas de nous anéantir. La crise, quand elle vient, elle nous révèle notre faiblesse. Et lorsque nous identifions ces faiblesses, ça nous permet de prendre des mesures qui nous permettent de rencontrer ces faiblesses. La crise ne nous tue pas. La crise doit nous pousser au travail. Voilà, lorsque vous parlez maintenant de l'appui au service national, il faut d'abord voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement a toujours soutenu les services nationaux. Mais là, le gouvernement, il reconnaît que la production est faible. On doit accroître. Je l'ai dit moi-même que notre production, elle est insuffisante. Hein? Et la crise nous l'a révélé aujourd'hui. Donc, la crise nous permet de pouvoir prendre des mesures qui nous permettent d'améliorer nos conditions. Déjà, le gouvernement, je crois, alloue au service national chaque mois plus de 2 millions de dollars chaque mois. Je ne maîtrise pas les... Voilà, si en tout cas mes informations sont bonnes, hein, ça doit être 2 millions, plus de 2 millions, je dois encore vérifier. Lorsqu'on dit que le gouvernement doit appuyer les services nationaux, ça veut dire les services nationaux aujourd'hui travaillent dans les Kanyamaka CC. Quand on dit appuyer, ça veut dire on appuie Kanyamaka CC, mais dans le cadre de cet appui, on peut encore procéder à une prolifération de l'expérience Kanyamaka CC à travers d'autres provinces. Et on entend quoi? C'est ça la grande question. Une mesure est prise. Il faut maintenant la mettre en application. Nous parlons des mesures qui sont prises. Et ces mesures ont été prises à la suite d'une crise qui a été révélée. Et ça ne sera pas par le coup de bâton magique. Voilà. Il faut une planification. Il faut un budget. Il faut des techniciens. Voilà, une étude au préalable. Donc, ce sont des mesures qui devraient en principe activer d'autres mécanismes qui permettront à ce que ces mesures ne souffrent pas dans leur application. Donc moi je crois c'est une mesure salutaire hein, d'appuyer les services nationaux qui du reste n'existait plus lorsque Tshisekedi a pris le pouvoir. Un service national qui a été instauré pendant Mosé Laurent Désiré Kabila, mais qui est resté pratiquement morte pendant les 18 ans, et Tshisekedi arrive au pouvoir, il l'active. Il faut avoir aussi l'esprit de reconnaître les minimums qui est fait. Malheureusement, nous sommes dans un pays où les gens voient tout en noir et ils ne reconnaissent pas les efforts qui sont menés par le gouvernement pour améliorer les conditions sociales dans le pays. Donc, je dis, cet appui est un appui qu'il faut saluer, hein, des mesures, en tout cas salvatrices pour la République qu'il faut soutenir. Alors, merci beaucoup, Chris Mukendi. On évolue. Là, on prend un autre point. La surveillance du marché pour décourager la rétention des stocks et les prix illicites. Quand le gouvernement dit qu'on doit surveiller, il va surveiller les marchés pour décourager la rétention des stocks et les prix illicites. Est-ce que le gouvernement pense que c'est comme ça même qu'on évoquerait également la main noire, ainsi de suite? Et comment expliquer que le gouvernement puisse se plaindre quand il y a rétention des stocks? Mais nous tous, nous savons, vous êtes un économiste, quand les commerçants sentent que là où ils achètent, les prix étaient un peu d'être spéculés, il y a spéculation des prix, les commerçants font quoi? Ou bien quand sur les marchés il y a spéculation des prix, en tout cas, c'est des notoriétés publiques que les commerçants appliquent
cette façon de faire, ou soit applique ces mesures, c'est-à-dire la rétention des stocks. Comment est-ce que le gouvernement pourrait dire ça? Aussi longtemps, le gouvernement devrait d'abord empêcher ce qui conduit aux commerçants de retenir les stocks. Un commerçant n'a pas le plaisir de retenir les stocks en vain, c'est-à-dire il y a une situation qui fait en sorte que le commerçant retient les stocks parce que le commerçant ne travaille pas pour perdre Chris Mukendi. Oui, Ce sont des privés. vous avez raison, mais vous savez, les opérateurs économiques sont le partenaire du gouvernement. Oui. Ce n'est pas pour rien que nous avons une fédération des entreprises congolaises ici dans le pays. Tout passe au niveau de la fédération des entreprises, qui a une coordination, qui travaille avec les gouvernements. Lorsqu'il y a des difficultés, lorsque la FEC ou les opérateurs économiques sont butés à quelques difficultés, parfois ils établissent des notes à l'endroit du gouvernement pour expliquer la situation. Ça veut dire que dans le cadre de ces partenariats, il faut qu'il y ait une sorte de sincérité de collaboration. Les opérateurs économiques, malheureusement, ne voient que l'intérêt de leurs entreprises. Ce sont des mais privés, les gouvernements, normal, mais justement, ils sont partenaires avec les gouvernements qui leur accordent des allègements fiscaux. Ça, il faut le dire. Parce que s'il fallait ne pas accorder des allègements, je pense que même les opérateurs économiques vendraient des produits à Kinshasa à un prix qu'aucun Congolais ne pourra acheter parce que leur imposer la taxe, leur imposer le droit des douanes a une incidence sur les prix du produit qu'ils doivent vendre. Donc, les allègements que le gouvernement leur accorde permet à ce que la population puisse consommer des produits à des prix accessibles à tout le monde. Donc, je crois, lorsque Vital parle de la surveillance des stocks, c'est effectivement parce qu'il y a des gens qui peuvent procéder à la rétention des stocks pour rendre le produit rare, et la conséquence de la rareté des produits, c'est les prix chers. Lorsque un produit devient rare sur les marchés, ça veut dire qu'il commence à coûter plus cher qu'avant. Donc ce sont des mesures pour éviter le prix cher des produits, parce que ce sont des pratiques que les opérateurs économiques utilisent parfois contre les gouvernements ou contre la population pour se faire beaucoup d'argent. Donc, puisqu'ils sont partenaires avec les gouvernements, ils doivent jouer, même si cette sincérité n'est pas à 100%, mais travailler dans le sens d'un partenariat qui permet à ce que et les opérateurs économiques gagnent et que la population congolaise aussi puisse être au bénéfice des services de ces opérateurs. Chris Mukendi, est-ce que le régime n'a pas appris de ce qui s'est passé avec cette situation de Namibie, la crise au niveau des produits surgelés? Est-ce que le gouvernement, soit le régime Tshisekedi, n'a pas pris des leçons sur la crise en rapport avec des surgelés? On constate c'est pratiquement la même chose et la même manière de gérer. Pourquoi? Je prends un point ici. On dit ici accompagnement des privés dans l'opération d'importation au niveau de l'Afrique du Sud et de la Zambie. Accompagnement de l'État, accompagnement des privés, c'est-à-dire accompagnement de l'État au privé dans l'opération d'importation au niveau de la RCA et Zambie. Apparemment, on sent que le gouvernement n'aurait pas appris des leçons de la crise des produits des surgelés. J'avais dit, lorsqu'on a abordé ce sujet, que l'État n'est pas un opérateur économique. Exactement. Voilà. L'État n'est pas un opérateur économique. Exactement. L'État n'est pas agriculteur. Ouais. L'État n'est pas éleveur. L'État n'est pas fermier. L'État met en place des structures qui permettent à ce que le fermier travaille dans les meilleures conditions pour garantir l'autosuffisance alimentaire. L'agriculteur travaille dans les meilleures conditions pour produire au bénéfice de la population. Mais les leçons, nous les avons tirées. Je disais tout à l'heure ici que la composition de ces gouvernements qui a fait la mission est la preuve que nous avons tiré des leçons. Sinon, les ministres de l'économie seraient partis seuls, comme à l'époque
où le ministre de l'économie allait chercher les chinchards. Il serait parti seul. Donc, si cette composition du gouvernement, le Premier ministre a pensé qu'il faut qu'il y ait une composition des 4 ou 5 membres du gouvernement, c'est parce que nous voulons tendre vers une structure, vers une industrie structurelle, vers une agriculture à l'échelle industrielle. Voilà la réponse. Pour le faire, il faut apprendre des autres cette expérience-là. Et voilà, ce sont des leçons que nous avons tirées. La leçon, c'est quoi? C'est qu'on doit se suffire à nous-mêmes. La leçon, c'est quoi? On ne doit pas dépendre des autres. Parce que les autres peuvent connaître aussi, c'est pas, des catastrophes chez eux. Par exemple, une inondation qui permet à ce que les champs de maïs soient inondés et que la Zambie ne soit pas à mesure de fournir des services aux pays voisins. Donc, il faut que nous-mêmes, nous puissions développer notre autosuffisance alimentaire en interne. Voilà pourquoi cette délégation, dans cette délégation, on a trouvé des ministres qui n'étaient pas tous que le ministre de l'économie. Voilà. Chris Mukendi, on va clore ces chapitres avec ces derniers points. Les gouvernements préconisent un plan d'urgence d'accroissement de la production des maïs. C'est vrai qu'à cette question, Vital Kamerhe s'est réservé de répondre parce que c'est dit, c'est vraiment du domaine du ministre de l'Agriculture et qu'il ne pourrait pas empiéter dans son secteur, même dans cette ébauche du gouvernement, on a bien mentionné que ces points, ça ne concerne que le ministre de l'Agriculture et les provinces. Alors, Chris Mukendi, étant un économiste, comment est-ce que le gouvernement pourrait concevoir ces plans d'urgence? C'est vrai, c'est un plan d'urgence, mais dedans, quels seraient les contenus de ces plans d'urgence du gouvernement pour l'accroissement de la production de maïs que préconise le gouvernement? Je crois que nos amis agronomes sont le mieux indiqués pour répondre à cette question. Mais en tant qu'économiste, j'ai dit un plan, il faut toujours qu'il y ait un plan. Mais les plans seuls ne suffisent pas, il faut un budget. Voilà. Et est-ce que il y avait un budget prévu pour ces nouveaux plans? Voilà. Donc je dis... C'est une urgence en tout cas, c'est un plan d'urgence. Hein. Ben justement, c'est un plan d'urgence. C'est très bien, mais un plan d'urgence est aussi planifié. Ce n'est pas parce que c'est une urgence qu'on ne planifie rien, qu'on ne connaît pas la mesure des dépenses à opérer. Ce n'est pas parce que c'est un plan d'urgence... Les délais d'exécution même. Justement, ce n'est pas parce que c'est un plan d'urgence qu'il n'y a pas une étude au préalable. Ce n'est pas parce que c'est un plan d'urgence qu'on se réveille un matin, on l'exécute. Donc les plans, c'est une conception. Les plans, c'est une étude qui nécessite aussi de moyens, mais aussi l'expertise dans le domaine. Donc, je dis, les personnes les mieux indiquées sont ceux qui sont au ministère de l'Agriculture, des agronomes, qui pourront aider le gouvernement, parce que le gouvernement travaille avec des spécialistes, les experts dans tous les domaines, et c'est à ce niveau-là. Donc, Kamerhe lui-même n'a pas été à mesure de vous répondre. Donc, moi, je ne suis pas, en tout cas, mieux indiqué, mais j'ai dit, il faut un budget. Hein. Le plan, il peut toujours exister, mais il faut que nous ayons un budget qui puisse couvrir ces plans d'urgence. Alors, merci beaucoup, Chris Mukendi. C'était là les précisions. Hein. La population, vous devrez être informée comme ça. C'est bon, c'est assez intéressant. Chris Mukendi, on entre un peu dans ce qui se passe au niveau de l'Est. Qu'est-ce qui a fait en sorte que le président de la République, qui a dit clairement, qui a manifesté sa désapprobation sur ce qui se passe au niveau de l'EAC, mais que le même président, après quelques heures, après la réaction du secrétaire général de l'EAC, l'opinion sentirait comme si le président s'est rétracté en disant que jusqu'à présent, le gouvernement ne penserait pas les retraits du pays du traité de l'EAC. Aussi longtemps, avant la réaction, avant cette sortie du secrétaire général de l'EAC, le président a dit beaucoup de choses, que ce qui s'est passé là-bas, en tout cas, le président n'approuvait pas plusieurs choses, entre autres les départs, aussi de la démission du commandant de l'EAC. La RDC n'était pas informée des pressions que ces messieurs faisaient face, également la nomination de ces nouveaux commandants.
la RDC n'était pas associée. Le président dit également que les forces de l'EAC cohabitaient avec les M23. Autant de choses que le président a décriées et le gouvernement a dit clairement que les résultats escomptés, là je prends le cas de Lutundu, là, qui a dit clairement les résultats escomptés, les résultats attendus par la République de cette force de l'EAC, les résultats ne sont pas là. Mais après la réaction du secrétaire de l'EAC, on sent que le président dit que jusqu'à présent le gouvernement n'a pas réfléchi encore les retraits sur les retraits de la RDC, de ces traités de l'EAC. Est-ce le gouvernement serait rétracté? Est-ce le président a fait un recul après la sortie médiatique du secrétaire général ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Je crois qu'il faut faire une différence entre le retrait de la RDC en tant qu'État de cette communauté et la fin de mandat des forces de l'EAC sur notre territoire. Je crois qu'il faut nuancer à ce niveau-là. Exactement. Voilà. En ce qui concerne les retraits des forces de l'EAC, je crois que le chef a eu à exprimer sa volonté. Donc, on parle du mois de juin. Et c'est qui, ça me fait parfois rire lorsque j'essaie de repenser dans mon esprit toutes les interventions que je suis sur les plateaux de télévision de gens qui disaient que le pays est déjà balkanisé avec la présence des forces régionales. Voilà. Les amis de l'opposition ont dit que la présence des forces de l'EAC sur le territoire congolais était la preuve que la balkanisation est effective. Nous leur avons dit qu'ils sont venus pour un mandat. Et ce mandat va se terminer. Ils ont une mission au Congo. Et aujourd'hui, la preuve, elle est là. Au mois de juin, les forces de l'EAC devront quitter notre territoire. Et tout ce qui disait, qui allait dans les sens de l'hypothèse d'une quelconque balkanisation devront encore revenir sur votre plateau pour dire qu'ils étaient dans l'erreur. Aujourd'hui, ce qui importe pour le Congo, c'est les résultats. Nous sommes en train de rechercher les résultats. Et toutes les solutions qui vont s'offrir à la RDC pour nous amener à l'instauration de la paix sont des voies qu'il faut exploiter. Dans la mesure où les rapports diplomatiques sont des rapports aussi dynamiques. On a été avec l'EAC aujourd'hui, nous l'avons évalué, nous avons vu qu'elle n'a pas répondu à notre attente de la manière dont on voulait. Il est de notre devoir et de notre responsabilité de pouvoir trouver d'autres mécanismes qui nous permettront à ramener la paix dans le pays. Donc j'ai dit, moi je soutiens les chefs de l'État, je soutiens le gouvernement de la République et je soutiens toutes les mesures qui sont prises actuellement parce que je sais que le chef et le gouvernement travaillent pour l'intérêt des Congolais. Alors Chris Mukendi, pourquoi retirer les forces de l'EAC mais rester dans l'EAC? La nuance c'est quoi en fait? La différence c'est quoi? Rester dans l'EAC mais retirer les forces de l'EAC. Vous savez, le président de la République, c'est un grand diplomate. Allons-y. Tshisekedi n'est pas dans la logique d'offusquer les organisations. J'ai essayé pendant son régime d'observer l'homme. J'ai remarqué que c'était un fin diplomate. Lorsqu'il dit... D'après vous, hein? Ben justement, lorsqu'il dit Kagame, c'est un frère, il ne le dit pas parce qu'il le pense. Il le dit par ruse. Il le dit par diplomatie. Donc tu sais qu'il utilise parfois comme ça des expressions diplomatiques, alors que en réalité, il a déjà la réponse. Il sait où il va. Donc, je dis, je ne vais pas les juger sur le retrait immédiat de la RDC au sein de cette organisation, dans la mesure où l'EAC n'a pas que pour objectif la promotion de la paix ou la sécurité. L'EAC, c'est aussi une économie. Hein. L'EAC, c'est aussi les échanges commerciaux. Hein. Donc, tous les États aujourd'hui travaillent dans le sens de la suppression des barrières
des barrières douanières, des échanges dans les cadres de l'ECAF, dans les cadres des COMESA. Aujourd'hui, les échanges entre les pays vont au-delà des frontières La de RDC ne pays. produit pas ce qui est en défaveur de nous. Hein. Non, mais la RDC ne peut pas produire, ne peut ne pas produire, mais peut bénéficier de ce qui est produit aussi. Donc, ce n'est pas seulement des centres de consommation, mais nous avons aussi il faut voir au niveau de l'ANAPEX pour voir le produit qui sont aussi exportés. La RDC exporte aussi. Voilà pourquoi nous avons une agence nationale de la promotion des exportations. Donc, il y a ceux qui pensent que nous ne produisons rien du tout, mais en réalité, la RDC produit aussi. Donc, allez à l'est de la République, allez dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, vous allez voir que la RDC arrive aussi à produire certains produits qui sont exportés. Donc, adhérer à toutes ces zones-là, à toutes ces organisations régionales, profite toujours à la RDC, mais aussi profite à ces États-là. Donc voilà, Alors, au nom des échanges entre les États, parfois on arrive à supprimer des barrières tarifaires. Hein, on les supprime pour faire profiter aux peuples qui sont membres de ces organisations le produit qui vient des pays membres. Chris Mukendi, je sais que vous êtes très bien informé. On reste de la situation sécuritaire. On prend le volet SADC. Plusieurs pays auraient refusé de donner leurs éléments pour constituer la force de la SADC pour venir combattre ici en République démocratique du Congo. Je prends le cas de l'Angola qui dit que l'Angola reste dans ce processus de paix. L'Angola a des contrats, a des accords avec le Rwanda. L'Angola ne pourrait pas envoyer ses éléments dans la force. Également d'autres pays. Comment vous réagissez? La RDC serait abandonnée? Ou bien qu'est-ce qui se passe exactement d'après votre lecture? Voilà, il faut dire aussi ici que la SADC est composée d'un nombre de pays plus grand que l'EAC. Exactement. L'EAC, je crois, compte 5 pays. La SADC compte, je crois, 16 pays. Plusieurs pays. Hein. Entre 12 et 16, hein, si je ne me trompe pas. Donc, à partir de 12, entre 12 et 16 pays. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas besoin que tous les pays se prononcent en faveur de cette force de la SADC. Dès lors déjà que cette résolution est prise au niveau de la SADC, il revient à chaque pays de pouvoir se prononcer sur sa participation ou non. Mais les éléments qui arrivent ici ne portent plus le nom ou l'étiquette des nations qui les envoient. Ils viennent sous l'étiquette de la SADC. Donc j'ai dit, il est de droit de chaque pays de vouloir envoyer ses troupes ou de refuser, mais cela n'empêche pas à ce que la SADC constitue cette force qui devra venir aux côtés des FARDC pour pouvoir les aider à résoudre notre problème de sécurité. Donc, comme j'ai dit, il est de droit pour l'Angola, comme d'autres pays, mais j'ai dit tout à l'heure aussi que la SADC n'est pas composée de 2 pays. Ce n'est pas composé de 3 pays, il y a plusieurs pays qui sont d'accord pour envoyer leurs éléments, et c'est ce qui compte pour nous, c'est le nombre d'éléments qui doivent venir. Est-ce que l'effet pour l'Angola de dire qu'il n'envoie pas ces éléments réduit le nombre de l'effectif? C'est parmi les plus grandes forces de la SADC, au niveau de la SADC. Non, le problème, ce n'est pas... Il n'y a que 2 grandes forces, l'Afrique du Sud et l'Angola. Non, le problème, ce n'est pas celui-là. J'ai dit ici que... La puissance de feu, ça compte. Hein? Le problème, ce n'est pas celui-là. Le problème, c'est aussi la coordination, pas seulement la puissance de feu. Vous pouvez avoir une puissance de feu, ne pas connaître un terrain et vous faire engloutir. Le problème, c'est connaître les terrains. Vous pouvez être très fort, mais lorsque vous ne connaissez pas les terrains dans lesquels vous combattez, un petit peut vous tuer comme David l'a fait avec Goliath. Donc, je dis, ce qui importe pour nous, c'est avoir cette force-là, même si elle n'est pas composée de tous les pays qui composent la SADC. Il y a des pays qui vont se prononcer favorablement et d'autres qui seront certainement en défaveur, comme le cas de l'Angola. Et ce qui importe pour nous, c'est qu'il y ait une force qui accompagne les FARDC. La SADC, 16 pays. Voilà. Alors, on tend déjà vers la fin de cette émission, mais on prend vite l'audit du fichier électoral. La CENI évolue, l'opposition propose un organisme international crédible. Comment vous réagissez?
Mais je crois que tous les organismes qui ont été accrédités au niveau de la CENI, je crois qu'il y en a 5, tous sont internationaux. Crédible. Ben justement, tous. Est-ce crédible? C'est ça Ben, l'inquiétude je ne de sais pas l'opposition. qui juge de la crédibilité de ces organisations. C'est qui? C'est l'opposition? Son C'est la travail, majorité? Ou c'est les journalistes? son Et il y a- CV, les CV, c'est-à-dire que mais ce ils ont, que l'organisme a fait déjà avant, dans quel ben pays ils ont justement, déjà ils ont audité. certainement, ce sont certainement des organismes qui répondent aux standards internationaux en rapport avec l'audit. Hein. On ne va pas chercher quelqu'un, un Chris Mukende qui ne connaît rien, qui n'a aucune expertise dans le domaine de l'audit du fichier électoral pour lui confier le marché. Mais au-delà de ces organisations, moi je souhaite que la CENI accrédite aussi les experts. Un expert par camp politique. Par exemple, la MOCA peut aussi déléguer un expert pour assister et participer à ces opérations. Le FCC désigne son expert, Ensemble désigne son expert, l'Union sacrée désigne son expert pour plus de crédibilité. Parce que nous avons une opposition qui conteste tout. Hein, même la couleur de votre chaussure sera contestée par notre opposition. Donc, je dis, pour plus de crédibilité, pour de sérénité, moi je préconise à ce que le président de la CENI puisse associer, au-delà des experts internationaux, qu'on associe aussi des experts qui viendront de chaque camp politique pour qu'ils soient effectivement l'œil de ces camps politiques lors du contrôle du fichier, lors de l'audit du fichier électoral. Alors, je ne sais pas si, c'est quelque chose, l'opposition n'est pas d'accord avec ce qui on ne sait pas comment est-ce que ça va évoluer, mais L'opposition n'a jamais été d'accord depuis le début. Chris Mukendi, Tshisekedi n'a jamais été d'accord comme opposant à l'époque. Il n'a pas participé aux élections de 2006, l'UDPS. Donc, c'est l'ADN de l'opposition. Parfois, ce ne sont que des contestations qui n'ont pas de fondement. Puisqu'il faut contester, ben voilà, on conteste l'ADN de l'opposition. Chris Mukendi, on prend vite les propos du cardinal Ambongo et qui dénonce trop de promesses. Il a dit récemment, comment est-ce que vous réagissez quand le cardinal Ambongo dit clairement que la population n'a pas besoin des promesses qui ne se réalisent pas? Comment est-ce que vous réagissez? Ambongo est un homme d'église. Il sait que même dans la Bible, il y a beaucoup de promesses que Dieu n'a pas tenues à tout ce qu'il a. Ben voilà. Ambongo, c'est un homme d'église. Dieu n'a pas tenu des promesses. Vous savez, il y a des gens qui ont dit. Il y a des gens qui ont dit qu'ils ont salué les promesses de Dieu, comme ça. Tu vois, Dieu, c'est la première personne. Attention, blasphème, hein, je blasphème pas, je suis chrétien, je sais ce que je dis. Donc voilà, Dieu, c'est la première personne à faire des promesses. Et même les promesses de Dieu ne s'exécutent pas tous le même jour. Dieu lui-même dit aussi, si la promesse tarde, attends-la. Donc, Ambongo, en tant qu'homme d'église, devrait tirer son inspiration même de la Bible, avant de parler à un chef d'État. Un gouvernement, c'est aussi les lieux, non seulement de l'exécution de programmes, mais un gouvernement, c'est un agent qui donne l'espoir au peuple. Mais aussi, au-delà, non, mais quand on dit sans réaliser, mais le mandat de Tshisekedi n'est pas fini. Tshisekedi a promis beaucoup de choses. C'est 6 mois. Hein. Non, mais Tshisekedi a promis beaucoup de choses. Il a promis de réduire les prix des passeports. Il a réduit les prix des passeports. Il a promis la gratuité. Il a donné la gratuité. Il a promis la prise en charge des enseignants. Il les a pris en charge. Il a promis la réduction des prix des billets d'avion. Il a accompli. Il a promis autant de choses. Ce serait un échec si la paix n'est pas restaurée à l'Est. Non, mais la paix est en train. Tous les jours, Tshisekedi ne ménage aucun effort pour instaurer la paix. Il est tout le temps parti pour la paix. Il est tout le temps dans des forums, dans des assises, dans des rencontres avec des États. Pour quelle fin? C'est pour la paix. Donc, en tant qu'homme d'église, moi j'appellerais Monseigneur Ambongo à un peu plus de retenue, parce qu'il est en train de mettre, en tout cas en mal, non pas seulement l'église catholique, mais en mal même l'image que les gens peuvent se faire de notre Dieu, qui est lui-même d'abord auteur des promesses,
Donc voilà, Ambongo doit s'inspirer de la Bible. Hein. Il est beaucoup plus... c'est pas mauvais en tant que citoyen, il peut toujours émettre un point de vue, mais qu'il n'exagère pas non plus. Chris Mukendi, on finit. La situation au niveau proche de Kinshasa, c'est vrai qu'on en parle moins, mais c'est la réalité. Cette milice Mobundo, est-ce que Kinshasa serait incapable de maîtriser cette milice? Chaque jour on tue, Menkao, Maluku, en tout cas, la périphérie ici de Kinshasa est en sécurité. On ne sent pas l'implication, pas l'implication, mais on ne sent pas des solutions arriver si tôt de la part de nos autorités. Est-ce que Kinshasa est occupé à autre chose? Kinshasa est distrait. Je vous rappelle même, je pense, c'était les propos de Bati Lukwebo lors de la rentrée parlementaire où Mbosso, je pense, entre les deux qui craignaient, Mbosso. je pense, qui craignait qu'on ne pourrait plus même avoir la maîtrise de Kinshasa dans les jours qui arriveraient. Mais apparemment, les autorités urbaines sont distraites. Comment est-ce que vous réagissez face à cette milice Mobundo? Les autorités distraites, je ne pense pas. Il faut d'abord dire ici que l'insécurité est un phénomène de société. Je ne parle pas de la guerre, je parle de l'insécurité. Est un phénomène de société. Mais pas de ces gens, Chris Mukendi. L'insécurité, la criminalité urbaine, on pourrait comprendre. Justement. Mais les Mobundo là, c'est... Non, mais vous allez même trop loin, vous parlez de la criminalité urbaine. Vous voyez, moi je parlais simplement de l'insécurité. Vous avez poussé les bouchons trop loin pour parler même de la criminalité urbaine. Donc ce sont des phénomènes de société. Mais là, c'est plus que la criminalité urbaine. Ce qui importe, c'est l'instauration ou la restauration de l'État. Et j'ai vu dans les images le ministre, le VPM de l'Intérieur, maîtriser la situation. Dans les réseaux sociaux, nous avons vu des images de ces gens qui ont été arrêtés. Nul n'est au-dessus de la loi. Il y a des forces. Des forces. Non, mais écoutez, comme nous sommes en train de présenter l'émission ici, il y a des gens qui plairent à Maluku. Non, mais justement, mais il y a aussi l'armée qui il y a l'armée qui est arrivée, il y a la police qui est en train de travailler aussi. Voilà, il ne faut pas décourager l'armée qui est en train d'essayer d'étouffer ces poches d'insécurité jour et nuit. Il y a l'armée qui est là. Je crois que la situation est en train d'être maîtrisée. J'ai vu des images, je crois que vous les avez suivies aussi dans votre téléphone, hein, des personnes qui ont été maîtrisées et qui avouent qu'ils ont été utilisés pour des choses dont eux-mêmes ne connaissent pas, les tenants et les aboutissants. Donc, moi, je pense, c'est vrai, il y a cette insécurité, mais l'autorité de la ville, du pays s'active aussi à y imposer, à restaurer la paix. Merci beaucoup, Chris Mukendi. Ça en est fini pour aujourd'hui. J'ai réservé pour vous, c'est au cadre de l'AFDC, mais on finit. Vous êtes le secrétaire national en charge de la propagande. Les activités du parti, qu'est-ce que le parti prévoit dans les jours qui arrivent? Non, mais dans les jours à venir, le parti travaille dans les traitements des dossiers des candidats. Comme vous le savez, au mois de juin, la CENI ouvre les portes pour les dépôts des candidatures des députés nationaux. Donc, au niveau du parti, nous sommes en train de travailler sur la liste des candidats et de leurs suppléants. Et les gens sont sur terrain, se préparent aux élections qui arrivent à coup sûr le 20 décembre. Donc, nous, on se prépare. Vous êtes également sur terrain. Je suis sur terrain chaque week-end, en tout cas. J'essaie de parler avec les amis. J'essaie de redynamiser nos bases, à les conscientiser sur les échéances qui arrivent. Donc, je crois que c'est le rôle de chaque parti politique sérieux en ce moment. Donc, voilà, on est sur terrain, on travaille, on mouille les maillots et nous sommes dans les médias pour essayer d'aborder des questions de notre société. Alors, merci beaucoup. Fred Baouma et Bouteli, je vous salue avec toute l'équipe, les trésors Kimbangula, ainsi de suite. Hier, j'étais avec des gens qui honorent la République, avec des sondages assez fiables.
Jackie Bouteli. De temps en autre, il donne des sondages par rapport à l'influence des hommes politiques, à la manière dont la société sera en train d'apprécier les politiciens. En tout cas, bon courage mes frères. Je pense que j'organiserai un plateau pour essayer également de vous recevoir à propos de vos sondages parce que ça fait couler également beaucoup d'encre et de salive. Merci à Chris Mukendi. Je vous en prie. Vous saluez pour nous l'autorité morale de l'AFTC. Les professeurs docteurs, c'est comme ça qu'on appellerait, non? Professeur docteur. Professeur sénateur. Professeur sénateur. Parce qu'il y a d'autres professeurs docteurs, et ainsi de suite. Il est professeur, il est sénateur. Donc voilà. Le professeur et le président du Sénat, Modeste Bati. Merci beaucoup à l'équipe technique et merci à vous également, chers téléspectateurs. On se retrouve prochainement à YouTube Peter Tiani RDC. Je suis Camille Clégan. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Paix aux âmes de tous les Congolais qui décèdent matin, midi, soir. Et également toute ma compassion à ces familles éplorées matin, midi, soir. Je ne sais pas en tout cas comment faire. J'ai pris pour vous. Et je suis vraiment au front pour que la situation change. Je sais également que les autorités doivent se battre parce que c'est vraiment de votre droit et de leur devoir de le faire. Merci beaucoup à vous tous. Tenez bon et prions pour notre pays. Travaillons beaucoup plus. Au revoir.